Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravate, rêver, réaliser. Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. 16e journée du championnat au programme de cette émission 97.4 Foot Plus et direction tout de suite le stade de l'Est Jean-Yves Oula pour voir si la Sainte-Marienne a été en mesure de se racheter de son faux pas la semaine dernière à Petite-Île. Un rendez-vous important pour rester dans la course au titre, mais face à bras fusil, me direz-vous, il ne fallait surtout pas s'endormir et en même temps manquer de réalisme. Sainte-Marienne, bras fusil, c'est maintenant. Stade de l'Est, Jean-Yves Oula, une petite minute de silence. C'est une rencontre importante, surtout pour l'équipe sainte-marienne, dans le but, je vous le disais, de rejoindre le groupe de tête, en tout cas de ne pas s'en écarter. Ce d'autant, et on verra tout à l'heure, que les Saint-Paulois ont gagné hier, que la Saint-Piroise cet après-midi jouait un match important face à la Saint-Louisienne. Et puis pour l'équipe de bras fusil, c'est vrai que gagner ou alors amener 2 points par exemple du match nul de ce déplacement au stade de l'Est serait une bonne, excellente opération dans le cadre de son maintien. Mais ce n'est pas sur ce match-là que les joueurs de la banlieue bénédictine allaient jouer leur avenir. Eh bien, ils ont raison de ne pas trop se prendre la tête car les Sainte-Mariens ici sont à l'attaque en premier avec Gladysson qui frappe le poteau. Gladysson très adroit de la tête, généralement moins des 2 pieds. Pourtant, vous allez voir tout à l'heure, il va marquer des buts avec une équipe sainte-marienne. Vous l'avez peut-être déjà compris si vous connaissez déjà le résultat. La Kishiza pour Fabrice qui laisse pour qui? Bien précisément pour Gladysson qui marque le premier but de cette partie très rapidement. Donc, dès les premières minutes, les Sainte-Mariens ne laissent pas d'espace. Allez, asphyxie littéralement leurs adversaires. Et après une belle occasion, on l'a vu sur le poteau, c'est Gladysson lui-même donc qui marque avant la 7e minute du match ce premier but. La réaction de l'équipe de bras fusil qui n'a pas fermé le jeu, qui a continué donc à y croire, aurait pu être récompensée avec ce tir sur la transversale. Malheureusement pour eux, ce n'est que sur la transversale. Et donc il faut remettre les choses en place et surtout essayer de trouver cette égalisation face à une équipe de Sainte-Marie qui est bien mieux en jambes, bien mieux disposée. Et encore Gladysson sur le côté gauche. Heureusement que Turpin, le gardien de bras fusil, s'interpose. Mais ça va revenir, regardez. Avec cette balle jouée en profondeur pour Fabrice qui a levé la tête en retrait. Il y a Bourabia, petite passe en retrait. Le technicien fait le reste. Bom bom. Et ça fait 2-0 à ce moment-là. On joue pratiquement la dernière minute avant de regagner les vestiaires. Ça fait mal. Et le fait de mettre ce deuxième but en fin de première mi-temps, ça m'a rassuré un petit peu en disant que malgré qu'on mène 2-0, le match n'est pas terminé puisque nous-mêmes on était dans la même situation la semaine dernière et on est revenu dans le match. Et là, j'ai tenu absolument qu'on ne prenne pas de but cet après-midi, qu'on soit solide défensivement et puis d'essayer de mettre le 3e, et c'était le cas. 2-0, donc plus 3-0. Non, pas sur cette action-là, c'est Yaya qui se heurte, à nouveau gardien Turpin, mais globalement, les Sainte-Mariens, vous l'avez compris, dominent leur sujet. Ils conservent cette maîtrise d'un match qui leur est plutôt favorable à ce moment-là. Cette équipe sainte-marienne, donc joueuse, va quand même prendre quelques risques. Regardez, il a bien failli marquer contre son camp. Ishiza, heureusement que Pounoussami était à la parade. Pas de problème mon pote, on va partir dans le bon sens cette fois. Et il y a à nouveau pas le 3e but. Je vous disais qu'il n'était pas toujours ardent, mais là c'est pas Gladysson, c'est Ben Yahya qui se montre lui aussi un petit peu à côté de la plaque. Là, il avait fait l'essentiel. Ce coup franc de Loïc Bertil qui oblige Pounoussami à une belle envolée. Donc finalement 2-0 toujours et puis 3-0 avec cette fois il ne se fait pas faute de marquer ce but. Gladysson pour son doublé de la journée. 3-0, Sainte-Marie prend les 4 points, reste dans le groupe de tête alors que bras fusil
heureusement que d'autres équipes à ses côtés ou derrière ont également perdu. On fera le point tout à l'heure dans le classement. Wilson, ce soir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu sais très bien qu'en venant en terre Sainte-Marienne ici, que ça allait être dur. C'est quand même le parcours du combattant cette année pour Bras-Fusil. Oui, on peut dire ça. C'est vrai que ça va très bien que ça a été compliqué. Bon, surtout aussi par rapport à l'effectif. Hein. On se retrouvait à 12 joueurs valides encore. 12, c'est... je suis gentil que je joue 12. Mais c'est vrai que voilà. Mais après, vu le contexte du match, la rencontre en elle-même, je pense qu'on n'a pas été quand même complètement mauvais. Mais Sainte-Marie nous met 2 buts qui nous tuent, hein, c'est-à-dire en début de rencontre, après juste avant la mi-temps. On avait une possibilité éventuellement de revenir à 1 avec le transversal. Malheureusement, ça reflète un peu ce que Bras-Fusil fait cette année, avec beaucoup d'inconstance, beaucoup de maladresse face au but. Et à l'arrivée, on prend un 3-0, qui, je pense, c'est quand même assez lourd. Parce que en face, Sainte-Marie, ça reste Sainte-Marie, mais c'est pas le meilleur match. Ils n'ont pas été extraordinaires, mais voilà, après c'est la marque des grandes équipes. Ils ont les attaquants qui arrivent à faire la différence en mettant des buts. Et nous, c'est notre mal, c'est le mal-être. Maintenant, on sait très bien qu'on n'allait pas jouer notre maintien sur cette rencontre-là, mais c'est quand même des matchs où il y a des points à prendre, hein, quelle que soit l'équipe qu'on doit rencontrer. Mais de toute façon, il va falloir continuer à se battre jusqu'à la fin. Et je pense qu'avec 16 points, pour pouvoir se maintenir, il faut à peu près 16 points. Donc il reste 6 matchs. Allez, 2 victoires et un match nul éventuellement. On devrait se maintenir, mais il faudra aller chercher ces 2 victoires rapidement pour ne pas avoir des grosses désillusions, je dirais, en fin de saison. D'autres rencontres se sont jouées samedi soir, par exemple Marsoing-Saint-Pauloise, une Saint-Pauloise qui postule pour le titre de champion de la Réunion 2015, mais qui sont assez irréguliers, on dira, dans leurs prestations ces dernières semaines, alors même qu'ils avaient samedi soir tout intérêt à pratiquer leur meilleur football s'ils souhaitaient repartir de ce difficile déplacement, périlleux déplacement à Saint-Leu avec les 4 points. Alors, pourquoi? Eh bien parce que les Marsouins restent sur de belles prestations et peuvent actuellement surprendre n'importe quelle équipe. Marsouins de Saint-Leu, Saint-Pauloise, les meilleurs moments, c'est maintenant. Même si l'équipe des Marsouins, tout de rouge vêtu, a été la première à jouer dans le camp de la Saint-Pauloise, les premières actions les plus intéressantes sont à mettre à l'actif de cette équipe Saint-Pauloise qui prend finalement le match par le bon bout ici. Et c'est une belle sortie de Vinqueta Sala devant la Gourde qui empêche l'ouverture du score. Une Saint-Pauloise qui va occuper les meilleurs espaces, se trouver les meilleurs angles sur un terrain qui n'est pas forcément la meilleure pelouse de la Réunion. Et cette reprise sur la transversale de Siala Chamba aurait pu permettre, là encore, à l'équipe Saint-Pauloise d'ouvrir le score. Bien, on n'est rien, toujours 0-0 d'une Saint-Pauloise qui va continuer à occuper le camp de l'équipe des Marsouins et un Vinqueta Sala qui va continuer lui aussi à être très vigilant. Là, il claque en corner. Un corner qui va permettre à l'équipe de la Saint-Pauloise de marquer ce premier but. Cédric Besson avait quitté sa ligne arrière pour prêter main forte à ses partenaires. Il a eu tout à fait raison et ça mérite bien un petit coucou à qui? Un bébé. Je pense qu'il était à lui, en tout cas, je l'espère. Madame. Alors, on revoit au ralenti ce corner, cette tête à point nommé. Il arrive où il faut, quand il faut, dans le bon tempo. Ça permet à la Saint-Pauloise de mener par un but à 0. Juste avant la pause, l'équipe des Marsouins aurait pu égaliser sans ce réflexe du gardien Saint-Paulois, Mathieu Pelops. Mais pour l'instant, les Saint-Paulois ont les 4 points en poche, mais ça ne suffit pas. Attention, dès le retour des vestiaires, ils se disent, marquons ce deuxième but. Et bien, c'est Babas qui s'en charge. 2 buts à 0 très rapidement. À ce moment-là, on y voit un peu plus clair. On peut davantage maîtriser cette rencontre. C'est ce que feront les Saint-Paulois au fil des longues minutes. Mais avant de voir la réaction saint-louisienne, parce qu'il y en aura une, on revoit ce but de John Babas du pied gauche dans un angle un petit peu réduit au ras du sol. 2 buts à 0 pour les visiteurs. Je vous disais que les Marsouins de Saint-Leu vont se montrer également plus intéressants. Là, ce penalty très généreux. Cédric Besson ne comprend pas pourquoi l'arbitre a sifflé, mais enfin c'est comme ça. Et c'est le même Andy Sophie qui se charge de réduire le score de 2-1. Ce sera du reste le score final, même si il y aura une dernière
ultime occasion sur cette frappe qui oblige une superbe parade du gardien Polo Matchepelops. 2-1, belle opération pour les Saint-Paulois. Je pense qu'il a manqué beaucoup de choses. Depuis l'entame du match, on n'a pas été présent ni dans les duels, ni dans le jeu. On est passé un petit peu à côté de notre sujet aujourd'hui. Donc on s'est réveillé à 30 minutes de la fin. On a commencé à bouger, à mettre un petit peu le feu, mais malheureusement c'était trop tard. Si on revient sur le match, la première mi-temps, c'est de passer carrément à côté. Oui, tout à fait, on était absent. Il faut reconnaître les choses. Je crois que là, je vais dire jeunesse se fait, quoi, parce que les gamins étaient complètement empruntés. On n'a vu personne percuter, on n'a vu personne parler. Il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien. Tout ce qu'on avait mis en place, en fait, n'a pas été respecté. Et puis, on est passé totalement à côté du sujet la première mi-temps. Cette défaite va être préjudiciable pour la suite ? Non, préjudiciable peut-être pas, mais disons que c'est un peu dommage, quoi, parce qu'on était sur une bonne lancée. Là maintenant, peut-être qu'il nous fallait ça aussi pour nous remettre en question et puis nous réveiller un petit coup, parce qu'on commençait peut-être à s'asseoir un peu dans de la facilité et puis être un peu plus pépère. Certains joueurs commençaient à être un peu pépères, donc je crois qu'il faut peut-être se relancer un petit coup et prendre une petite claque des fois, ça réveille un petit peu. Donc c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est vrai qu'on était un petit peu sur la lancée de nos deux dernières prestations, que ce soit contre la Jeanne d'Arc ou contre Excelsior. On a produit du jeu, des situations, donc des très bonnes choses. Mais après, c'est la finition qu'on pêche un petit peu dans la finition. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une petite mésentente ou d'une petite erreur. C'est ce qui s'est passé en fin de match, quoi. Ils reviennent à 2-1 et puis ils poussent. Donc c'est un petit avertissement pour la suite. On peut dire que l'objectif ce soir est atteint. Vous gagnez au Marsouin ? Oui, on gagne au Marsouin. C'était important parce qu'il y avait beaucoup de dangers. Déjà c'était l'équipe en forme un peu de cette deuxième partie de saison et puis deuxièmement il y a une échéance qui arrive la semaine d'après, donc la tête des gars est plutôt sur la semaine prochaine, donc il était important de gagner ces 4 points. Tu penses que c'est justement une bonne phase pour préparer le match de la semaine prochaine ? Oui, la meilleure façon de préparer le match c'est de te faire un gros match ce soir, ce qui a été fait. Maintenant, il faudra être vigilant parce qu'on a concédé encore pas mal de coups de pied arrêtés et puis des situations où Excelsior excelle dans ça, quoi. Tu auras une préparation spécifique cette semaine avec les joueurs pour la finale ? Spécifique, non, parce que je pense que le final, les joueurs sont motivés. On fera un petit peu le point, on fera un petit retour sur les matchs contre Excelsior il y a une semaine. Dans les situations de jeu, on était en difficulté, donc oui. On travaillera comme les autres semaines, mais c'est surtout l'entourage, faire attention à l'entourage et de ne pas trop sortir du contexte. Direction Saint-Benoît maintenant, stade Jean-Allan pour une opposition directe entre deux équipes qui ont grand besoin de marquer des points dans l'optique surtout du maintien. L'USB, effectivement, il recevait l'équipe de la Capricorne. Les deux équipes au classement sont au coude à coude avec 25 points à l'avant-dernière place, juste derrière Bras-Fusil. Avant, on est d'accord, le coup d'envoi de cette 6e journée du championnat. Et puis, juste devant l'équipe de la Petite Île qui ferme la marche. Le vainqueur entre l'USB et la Capricorne, prenait évidemment provisoirement un petit peu ses distances par rapport à son adversaire. Mais est-ce qu'il y a eu un vainqueur au fait? La réponse, si vous ne la connaissez pas, c'est maintenant. Stade Jean-Allan, USB, Capricorne. Oui monsieur, il y a eu un vainqueur. Et dès les premières minutes, on le saura après, les bénédictins avec le maillot bleu aurait dû se méfier de cette attaque de l'équipe de la Ravine des Cabris. Et il faut encore une fois un bon Alexandre Quatraine dans les buts de l'USB pour sauver la mise. Et bien, malgré cela, l'USB va ouvrir le score sur ce magnifique coup franc détourné, c'est vrai, de son capitaine Christopher Ferrer. Un but à 0. L'USB avait, c'est vrai, avant de marquer ce but, repris ses esprits, légèrement dominé son adversaire. Donc ce n'est que la juste logique des choses que de voir l'équipe bénédictine les dos au mur, tout comme les joueurs de la Capricorne, ouvrir le score, donc de mener par un but à 0. Et on va revoir cette puissante frappe, c'est sa spécialité, Christopher Ferrer, même si le ballon est détourné. Et cela trompe Tony Pétard, le gardien de la Capricorne. Ça mérite, allez, je sais pas, l'albatros, un oiseau, un canard, on ne sait pas trop en tout cas. Ça a dû plaire dans les tribunes. Et bien, au second mi-temps, Quatraine retarde l'échéance, parce que vous avez très bien compris sans doute, déjà, à travers mes propos, si vous ne connaissez pas le résultat, que la Capricorne va refaire surface, que la Capricorne va prendre les choses en main et surtout va égaliser. D'abord sur ce corner renvoyé, repris sur un second centre, et cette tête de Biacolo qui est au deuxième rideau. C'est lui qui donc offre l'égalisation à son
une équipe, un but partout. Le centre était parfait, c'est vrai également. Regardez. Il marque donc le but égalisateur. Et puis la Capricorne ne va pas s'en contenter. Sur ce coup franc, elle va marquer un deuxième but. C'est vrai, la défense de l'USB n'est pas exempte de tout reproche. Et c'est encore lui, Stéphane Biacolo, décidément, qui semble avoir trouvé goût à marquer des buts depuis quelques temps. C'est bien parce qu'il était un peu muet pendant trop longtemps. Donc 2-1, la Capricorne renverse la tendance. Et vous avez vu le pied magique du tireur encore une fois. Et ça fait donc 2-1. La Capricorne qui va devoir terminer cette rencontre à 10 contre 11 après cette expulsion dont la cause nous a un peu échappé, sans doute en deuxième carton jaune. Toujours est-il que malgré cela, eh bien, l'USB ne va pas pouvoir trouver l'égalisation. Elle va un peu se dégarnir même. Et sur ce contre, c'est au deuxième poteau, regardez, il y a Tibia, le bien nommé pour le 3-1. Excellente opération de la Capricorne à l'extérieur contre un adversaire direct pour le maintien. Et cela en plus ne souffre d'aucune discussion. 3-1. L'USB a un peu la tête dans les mains. Difficile soirée. Oui, tout à fait. On savait que ça allait être très compliqué dans la mesure où Capricorne restait sur une bonne dynamique. Nous, on avait souffert le week-end précédent. On a toujours autant de problèmes à Laval. Malheureusement, bien qu'on ait réussi à ouvrir le score, on n'a pas su insister et résister à la pression qu'on attendait de Capricorne en début de deuxième mi-temps. On prend encore beaucoup de buts sur coup de pied arrêté et dans les duels aériens, donc c'est dommage. Maintenant il reste 6 matchs à jouer. On va essayer de poursuivre notre combat et d'obtenir le meilleur résultat possible. Il y a des soirées qui sont belles, celle-là a été particulièrement belle, non? Oh, c'est des soirées magnifiques. Tant qu'il y a des victoires, c'est magnifique. Elle est due à quoi cette victoire? À la volonté de l'équipe de vouloir gagner. Je pense que jusque-là, on a joué contre des grosses équipes et le but c'était de ne pas perdre, tout en voulant jouer au football. Ce soir, on était venu pour gagner, on a gagné. Et ils l'ont montré en deuxième mi-temps du moins. 4 points qui confirment donc votre envie donc de rester en première division. Le chemin est encore long ou alors vous avez fait un grand pas là? Je pense que là on a fait un petit pas et qui pourrait être grand si ils continuent sur cette lancée-là. C'est à eux de voir s'ils veulent faire que des petits pas ou un grand pas pour le maintien. Regardez la fin de championnat, le calendrier. On va dire que je prends match par match. Je ne regarde pas trop le calendrier parce que toutes les équipes pour moi se ressemblent. C'est-à-dire qu'il faut y aller pour faire bonne figure. Et aujourd'hui, bonne figure, c'est de gagner. Le prochain match alors? Le prochain match, c'est dans 15 jours. C'est réconfortant. Ça laisse le temps de récupérer. Il y a eu d'autres matchs à l'occasion de cette 16e journée du championnat. On regarde l'ensemble des résultats et le classement, regardez, qui évolue également. Alors, les résultats de cette 16e journée de victoire à l'extérieur, Saint-Pauloise et Capricorne, on a vu des images de la Jeanne d'Arc sur Petite-Île. La Sainte-Marienne, on a vu des images 3-0 face à Bras-Fusil. Puis, eh bien, dans le choc sudiste, le derby du sud, la Saint-Pierroise a gagné 1-0 grâce à Wilson Grossette en début de match. Et puis l'Excelsior, regardez, concède le match nul face à une vaillante équipe du SDFA. Ça risque de coûter cher. Un but partout à Saint-Joseph. Ça coûte déjà cher puisqu'au classement, l'Excelsior est rejointe au classement à la première place par la Saint-Pierroise qui devance d'1 point la Saint-Pauloise et de 2 points la Sainte-Marienne. Il se passera encore plein de choses. En tout cas, le titre est loin, très loin d'être joué. On va avoir des chocs au cours des prochaines semaines directs entre ces équipes qui jouent le haut du classement. Ça promet. Et tout en bas, regardez, l'USB est en mauvaise posture, tout comme Bras-Fusil. Dans 3 semaines, ce sera un face-à-face entre ces deux équipes notamment. En deuxième division régionale, le match nul du Saint-Denis Football Club chez les Léopards. 3 bassins à cartonner, tout comme Sainte-Suzanne. Le Saint-Pierre a gagné à l'extérieur également. Et puis le match nul entre Monaco et Piton-Saint-Leu, alors que la JS Ouest l'a également réussi le carton face à Grandbois. C'est assez surprenant. Grandbois qui aurait pu prétendre
revenir sur les équipes de tête, eh bien 6 buts à 1 pour les joueurs de l'Ouest. Ça fait mal, c'est certain. Au classement, le Stade Uni Football Club ne compte qu'un point d'avance maintenant sur 3 bassins. Un point d'avance pour 3 bassins sur Sainte-Suzanne. Ça va se jouer entre ces équipes-là, mais attention, il y a beaucoup de matchs en retard. On s'y perd un petit peu dans cette deuxième division régionale. Il est grand temps que tout cela soit mis à jour. En tout cas, rien n'est encore fait pour l'instant, nulle part. On termine notre page de football par une rencontre avec Noël Vidotte qui conduit la liste pour prendre les rênes de la Ligue régionale de football lors de la prochaine assemblée générale élective qui se tiendra dimanche prochain. Il nous fait part de son ambition et de ses projets pour remettre le football local dans le bon chemin après presque un an d'une administration provisoire qui a un peu déstabilisé notre football réunionnais. Ce qui est plus intéressant, c'est l'avenir. Bon, maintenant, si on a 2 petits mots à dire sur le passé, je pense que c'est une méthode aujourd'hui qui a été révolue, hein, cette façon de procéder, cette façon de faire, dans sa généralité. Tant sur le côté financier, que le côté administratif, que le côté technique et des relations humaines. Donc je pense que là, véritablement, on doit passer à une autre génération et une autre façon de travailler, une autre méthode de travail et une autre méthode pour fonctionner. Voilà, tout simplement pour le passé. Demain, de quoi sera fait la Ligue régionale de football? 2 personnes de tous bords. De personnes de tout âge et surtout d'une ligue ouverte, puisqu'on sera à l'écoute des clubs. Ce sera une ligue qui sera je dirais, il y aura une interaction entre les présidents de ligue et notamment les licenciés de la ligue, donc les dirigeants. D'accord, on va les écouter pour pouvoir mettre en place nos projets et leurs projets. C'est un travail en commun. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'avoir une ligue fermée. L'organisation du calendrier général, vous voulez dire, c'est ça? L'organisation du calendrier général par rapport au calendrier général de métropole. On est la seule ligue à La Réunion. Voilà, on est la seule ligue et dans la zone océan Indien, le seul département et le seul, je dirais, entre guillemets, pays dans la zone océan Indien à être à l'envers. C'est-à-dire le calendrier va permettre aux clubs de souffler financièrement, vont permettre à nos jeunes qui sont en formation d'évoluer plus rapidement. Et bien entendu, en matière de communication, on sera en phase avec la métropole. Et là, bien entendu, il y aura un changement véritable de ce que c'est notre football à La Réunion. Et bien entendu, le côté le plus important, qu'on remplisse nos stades. Et grâce au calendrier, simplement au calendrier, je pense que si les présidents de clubs saisissent notre demande, je pense qu'on va avancer très rapidement. Donc je vous donne un exemple. On arrive en fin d'année, aujourd'hui on arrive en fin d'année, donc les clubs sont épuisés financièrement, et bien ils ont pas mal de choses à payer. Alors que la subvention n'arrive, et notamment les sponsors, etc., ils sont au bout de souffle aussi, et ça arrive seulement à partir du mois d'avril. Il y a un décalage énorme, donc on va traiter certaines choses alors qu'on doit traiter autre chose. Vous voyez? Donc au niveau sportif, un exemple type, un jeune est déjà pénalisé puisqu'il a 6 mois de moins par rapport à métropole. Et quand il a fait un essai, on commence au mois d'avril. Alors les essais en métropole, c'est au mois d'avril, c'est-à-dire il n'a même pas été faire des matchs, il va faire des essais. C'est inadmissible. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a une défaillance énorme, je dirais, sur notre centre régional, la Pendecaf, puisque le rendement est minime. Sur 17 ans de travail, on a très peu de joueurs qui sont sortis de ce centre. Et ça, c'est la logique. Il ne s'agit pas en aucun cas de mettre en cause la compétence des gens, mais tout simplement de méthode. Je pense qu'il n'y a que comme ça que les gens puissent faire confiance, bien sûr, à un président. Savoir déléguer, savoir, je dirais, donner des responsabilités.
Hein, et en tout état de cause, vous avez vu comment on fonctionne, puisque regardez, je suis avec vous, la réunion continue. Parce que bien entendu, je fais confiance à mes membres de la liste, et notamment ce groupe de personnes qui est élargi. Donc ça va fonctionner de la même sorte à la Ligue grenadaise de football. Redonner du pouvoir qui a été retiré au club, et notamment au président, notamment dans la matière de formation. Refaire confiance au club. Refaire confiance aux gens qui sont dans le milieu du football, qui adorent le football. À partir de là, nous aurons des projets limitrophes qui vont pouvoir faire revenir des gens dans les stades et donner notre mentalité de ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans plutôt une situation, je dirais, entre guillemets confortable, puisqu'il me faut une seule voie pour passer. Donc, je ne vais pas proclamer que je suis élu. Non, il s'agit aujourd'hui de rassembler un maximum de personnes pour venir ce jour-là écouter déjà les comptes de 2013 et 2014, puisque les comptes vont être présentés par l'ancienne équipe, notamment par le commissaire aux comptes, et que les gens doivent écouter, les présidents de club doivent écouter de ce qui s'est passé, puisque les comptes n'ont pas été présentés de 2013 à 2014, voire même 2012, je dirais. D'accord ? Et ensuite, bien entendu, un petit bilan de l'administratrice de 2015, hein, qui ne sera pas un vrai bilan, puisque l'exercice termine en décembre. Bien, il y a déjà ça. Mais aussi pour prévenir des dérapages. Aujourd'hui, on connaît et on sait exactement les choses qui se traquent derrière notre dos. Nos dos, c'est en fait l'équipe, l'ex-équipe adverse, bien sûr, font des propagandes et ils essayent de récupérer des procurations. Ce que je dis au président de club, si vous aimez vraiment le football, si vous avez des procurations à donner, vous avez 100, 150, 200, 300, 400 licenciés dans le club. Faites confiance comme moi à votre propre équipe. Évitez de donner des procurations à des clubs limitrophes ou des clubs, je dirais, amis, ou voire de l'ancienne équipe pour faire des choses, je dirais, qui va encore une fois faire dérailler la machine qu'on connaît de la Ligue grenadaise de football, qui fonctionne à mon avis bien, puisque les employés de la Ligue ont fait le nécessaire pour que le football continue. Donc évitons aujourd'hui de tomber, je dirais, un mot vulgaire, dans des traquenards qui existent aujourd'hui et qu'on voit sur les terrains, puisque tous les soirs il y a une réunion de cette équipe adverse qui veut faire le dérapage total sur le football. On n'a pas pouvoir pour se dire qu'est-ce qui s'est passé et demander des comptes à la Ligue aujourd'hui, mais en tout cas de cause, effectivement, il y a un audit, mais c'est un audit pour pouvoir démarrer. J'ai dit que je parlerai, je dirais, énormément pour que les gens comprennent que si on fait des choses, c'est pour préparer l'avenir. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, c'est pas le passé. Le passé, on ne pourra plus rattraper. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire avancer dans l'avenir. Donc, c'est un audit, bien entendu, financier, mais aussi un audit administratif. Hein? Donc, que les gens n'aient pas peur par rapport à cet audit, parce qu'il n'y a pas que l'audit, il y a aussi des projets. Hein, les projets qui vont bien sûr compléter l'audit. Et l'audit ne reste qu'un moyen pour pouvoir entrer, faire un état des lieux, comme pour vous. Vous entrez dans une maison ou bien dans un appartement, vous faites un état des lieux pour savoir comment est l'état de la maison ou bien de l'appartement. Vous ressortez de l'appartement, vous faites un état des lieux, bien entendu, pour savoir comment j'ai rendu l'appartement ou la maison. Nous, c'est pareil, parce que lorsque je vais quitter la Ligue grenadaise de football, si je suis élu, bien entendu, parce que moi, je suis toujours dans le conditionnel et je suis pragmatique. Le 5 octobre, le 4 octobre soir, si je suis élu, il va falloir que je rende des comptes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Donc il va falloir que je fasse un audit. Il y a des déviances, hein, bien entendu, morales et psychologiques. Il y a aussi des pressions morales et psychologiques. En tous les cas de cause, ça ne vient pas de chez nous, puisque nous, on propose l'ouverture. Donc, mais je pense que tout le monde a cette envie de faire avancer la Ligue grenadaise de football et le football. Donc, on va ratisser, comme vous venez de le dire. Le mot ratisser, ce n'est pas un mot péjoratif. C'est vraiment au plus large du sens du mot. C'est-à-dire
toutes les personnes, même les personnes qui n'ont pas été forcément pour le changement, eh ben, ces gens-là, ils vont pouvoir aussi amener leur pierre à l'édifice. Ils seront bien accueillis. Tout au contraire de ce qu'on puisse dire. Même j'ai entendu que je vais fermer les petits clubs. Je pense que c'est les petits clubs qui font fonctionner le football. Et je pense que la proximité, c'est un des débats qu'on va mettre en place. Et un des projets qu'on va pouvoir mettre en place pour aider notamment, entre guillemets, les petits clubs financièrement. Parce que des fois, on voit des petits clubs qui ont plus de licenciés que le gros club. Dans le domaine, je dirais, de la rigueur sur le comportement. On a beaucoup trop de dérives au niveau de nos jeunes. Et qu'aujourd'hui, on est, je dirais, en passe, ici à La Réunion notamment, de se dire, de prendre notre rôle vraiment au sérieux. On a un gros travail à mettre en place en matière d'éducation. Donc on a beaucoup de projets, dont un projet qui, bien sûr, n'existait pas, c'est la commission de la politique sociale. On connaît aujourd'hui qu'on demande beaucoup à nos politiques, mais qu'est-ce qu'on fait nous dans nos clubs? Est-ce qu'on a des projets sociaux? Est-ce qu'on propose des projets? Est-ce qu'on accompagne nos jeunes dans des projets? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a fait notre travail social? Donc, bien entendu, ce sont des choses qui vont être mises en place, mais qui ont étroite relation sur l'éducation. Et là, bien entendu, effectivement, vous allez peut-être me dire que je vais être un peu violent sur mes propos concernant ce domaine. Je vais avoir un œil très averti. On reste dans le football, mais le football féminin et plus précisément ce portrait est signé Alexandre Gilles. Il s'agit de Maëva Frémousse qui est éthiopathe auprès de la sélection féminine de la Réunion, un sujet que vous avez peut-être déjà vu, qui avait été tourné juste avant les Jeux des îles où les filles, vous le savez, ont remporté la médaille d'or. Un sujet pour 974 TV. Moi, l'aventure avec le foot féminin a commencé il y a un an. J'habitais en métropole, donc j'ai travaillé avec la sélection U15 de l'île de la Réunion qui était en compétition à Clairefontaine. Donc à ce moment-là, c'était mon premier pied, on va dire, dans le foot féminin. Auparavant, j'ai quand même été en métropole avec les rugbyman ou le badminton. Donc on va dire que le sport, je connaissais déjà un peu. Bon, alors Maggie, comment ça va depuis la dernière fois ? C'est vrai que c'est pas forcément mon sport, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout et finalement l'ambiance m'a beaucoup plu. J'ai découvert le football et j'ai vite aimé, donc voilà, c'est pour ça que j'ai continué avec le foot. Aïe aïe aïe. Ça fait des émotions. Oui, moi je chouche car. Au-delà des entraînements hebdomadaires que l'on fait le mercredi soir, les filles elles sont en club et ça arrive qu'elles soient blessées, qu'il n'y ait pas forcément de suivi. Donc c'est important que je sois là tous les mercredis, que je fasse le point sur les blessures qui ont été faites le week-end durant les matchs et aussi les blessures qui peuvent se faire durant l'entraînement. Ils vont au bout de leur capacité et effectivement il faut faire attention parce qu'il faut quand même qu'elles soient préservées pour les jeux. Donc on fait attention qu'elles ne se blessent pas avant les jeux. C'est ça le plus difficile, de pouvoir se reposer, mais tout en continuant à travailler durant les entraînements. J'ai tout à fait ma place et on travaille ensemble avec les autres membres du staff pour que les filles aillent bien. Donc bien sûr que j'ai ma place. Je souhaite qu'elles fassent une bonne préparation,
qu'elle soit dans une meilleure forme possible, que tout se passe bien et qu'on réussisse, bien entendu, les Jeux au mois d'août. Finalement, on est tous ensemble dans l'aventure, donc effectivement, j'ai dit on parce que même si je ne joue pas, je me sens dans l'aventure avec elle. Pas de championnat la semaine prochaine, place à la première des 2 finales de la Coupe de France régionale. Ce sera samedi soir au stade Michel Volney de Saint-Pierre. Le choc opposera l'Excelsior à la Saint-Pauloise. Et puis, dimanche, je vous le disais tout à l'heure, vous avez vu dans notre précédent sujet, l'Assemblée Générale élective de la Ligue de football sur les hauteurs de Montgaillard. On en parlera de tout cela dans notre prochaine émission. Votre prochain rendez-vous sur le football local, dimanche à 13h et lundi à 21h05. Excellente semaine et à dimanche prochain. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.